Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sonia Lead. Ici, on aide les primo managers à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. Aujourd'hui, dans cet esprit de magie et de fête qui nous embarque, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, je vous offre 10 histoires courtes de managers bien réelles. Elles sont toutes réelles. Certaines vont vous faire sourire, d'autres un peu moins. Ces petites histoires vous aideront, je l'espère, à vous prémunir des bévues de la petite boulette de débutant, comme on dit si bien. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Histoire 1. Le manager sans bonjour. Imaginez un manager qui arrive chaque matin, passe devant ses collaborateurs sans dire bonjour. Pas un mot, pas un sourire, juste invisible. Au début, ses collaborateurs se disent c'est normal, il est occupé, mais les mois passent, les années passent. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il pense que dire bonjour, c'est de la perte de temps. Ou que le sérieux, ça passe avant le relationnel. Il se voit comme quelqu'un de focus. Pas froid du tout. Sauf que, côté équipe, le message reçu n'est pas du tout le même. L'équipe se dit quoi? On ne compte pas. Ils nous méprisent. On est des pions. Peu à peu, ils se désengagent. Ils viennent juste faire le minimum, commencent à chercher ailleurs, d'ailleurs, par ailleurs. Résultat, démotivation progressive, turnover, énergie en berne. Et le pire, c'est que le manager ne comprend pas pourquoi, puisque lui, il a l'impression de se consacrer au travail. Conclusion, un simple bonjour qui ne durait que 30 secondes par jour, eh bien c'est un signal puissant. Je te vois, tu existes, tu comptes. C'est le carburant quotidien invisible du management. Histoire 2. La technique du sandwich toxique. Un manager revient d'une formation qui s'intitule la communication bienveillante. Il est fier, il a découvert la fameuse technique du sandwich. Compliment, critique, compliment. Un jour, il convoque Marie, une de ses collaboratrices. Marie, tu as une très belle robe aujourd'hui. Franchement, ça te va super bien. Compliment. Bon, par contre, ton rapport est catastrophique. Je suis très déçu, ce n'est pas du tout au niveau. Critique. Mais sinon, tu es quelqu'un vraiment agréable dans l'équipe, tu sais, hein. Compliment. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut faire passer la pilule en douceur, parce qu'il a peur du conflit et qu'il confond bienveillance et mollesse. Il pense qu'en enrobant la critique, il sera perçu comme un type sympa. Côté Marie, le message reçu, c'est plutôt on parle de ma robe ou de mon boulot là? Il pense quoi de moi au juste? Elle ne sait plus si elle doit se sentir appréciée ou nulle. Elle retient surtout l'injustice du jugement. Pas ce qu'elle doit améliorer. Résultat, frustration, confusion et zéro progrès concret. Conclusion. Un feedback efficace, ce n'est pas du bricolage émotionnel. C'est un fait précis, un impact, une attente claire. On peut être à la fois direct et respectueux. Troisième histoire. L'écho-miroir ridicule. Ce manager sort d'une formation sur la communication non verbale. Il a retenu une technique, le mirroring, le fait de reproduire la posture et les gestes de l'autre pour créer du lien. Sur le papier, ça a l'air brillant. En réunion, un collaborateur croise les bras. Il croise les bras. L'autre met la main sur le menton, il fait pareil. L'un se penche sur la table, il se penche aussi. Sauf qu'il le fait de façon tellement visible que tout le monde le remarque. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il croit qu'il applique une méthode de pro. Il se concentre plus sur la technique que sur la vraie relation. Il veut bien faire, mais il joue un rôle. Côté équipe, le message perçu, c'est « il se moque de nous là ou quoi? Pourquoi il nous mime comme un perroquet ?» On ne sait jamais s'il est sincère. La confiance baisse, la distance augmente, il écoute moins le fond, focalisé sur son attitude étrange. Conclusion, les outils de communication c'est utile, mais seulement si ça reste naturel. Ce qui crée vraiment la confiance, ce n'est pas la posture copiée, c'est l'écoute, la cohérence et l'authenticité. Histoire numéro 4. Le manager qui ne délègue rien. Ce manager a une croyance bien ancrée. Si je veux que ce soit bien fait, je dois le faire moi-même. Il garde tout, les validations, les décisions, même des mails que son équipe pourrait envoyer en dormant. Au quotidien, tout passe par lui. Les congés, les horaires, les validations de devis, les réponses clients. Quand il n'est pas là, tout bloque. L'équipe a l'impression de travailler avec un feu rouge permanent. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a peur. Peur que l'équipe se rate,
peur de perdre le contrôle, peur qu'on se rende compte que l'équipe peut tourner sans lui. Il confond être indispensable avec être un bon manager. Côté collaborateur, le vécu est tout autre. Ils se sentent infantilisés, inutiles, sous-exploités. Ils n'apprennent rien, ne grandissent pas, n'osent plus prendre d'initiative. La motivation chute, le turnover grimpe, les délais explosent et la qualité finit par baisser aussi naturellement. Conclusion, le rôle d'un manager, ce n'est pas de tout faire, c'est de faire faire. Déléguer, ce n'est pas perdre du pouvoir, c'est en créer pour l'équipe. Une équipe autonome, c'est votre meilleure assurance vie de manager. Le salaire gate. 5e histoire. L'injustice qui fuite toujours dans une équipe. Dans une équipe, 2 personnes font exactement le même job avec les mêmes objectifs. Un jour, l'une d'elles reçoit une belle augmentation. En secret, son manager lui dit « Surtout, tu n'en parles à personne ». Pourquoi le manager fait ça ? Parce qu'il veut récompenser quelqu'un à sa façon, sans assumer, sans poser de critères clairs. Il se dit que ça ne se saura pas et qu'il évite les discussions compliquées sur l'équité salariale. Bien sûr, ça finit par se savoir, ça se sait toujours. Côté équipe, c'est la douche froide. Donc on fait le même travail, mais on ne veut pas la même chose en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être du bon côté ? La confiance s'effondre, la jalousie s'installe, les comparaisons deviennent permanentes. Résultat, démotivation, ressentiment, parfois conflit ouvert, et une image de manager injuste collée au front. Même ceux qui sont bien payés se demandent à quand la prochaine décision injuste qui tombera. Conclusion, la justice perçue est aussi importante que la justice réelle. Posez des critères transparents, assumez vos choix, expliquez-les et surtout évitez le off qui empoisonne l'ambiance. On sait tous en tant que manager que le off n'existe pas en équipe. Pas du tout, je vous préviens. 6e histoire. La promesse d'augmentation jamais tenue. Un manager lance un grand élan de motivation. Si on atteint ses objectifs, je demanderai des augmentations pour vous tous. L'équipe se donne à fond. Soir, week-end, dépassement de soi. Les résultats sont là. Arrive le moment de concrétiser la promesse. La direction hésite. Le manager ne se bat pas vraiment et finit par dire « On verra plus tard, continuons comme ça et on reparlera des augmentations l'an prochain ». Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il a promis trop vite, sans s'assurer qu'il pouvait tenir et parce qu'il a plus peur de déranger sa hiérarchie que de trahir son équipe. Il choisit le confort à court terme plutôt que la loyauté à long terme. Côté collaborateur, le message est violent. On nous a utilisés. Nos efforts n'ont servi qu'à améliorer les chiffres, pas notre situation. Ils se sentent trahis, se désengagent ou partent. La prochaine fois qu'on leur parlera d'objectifs, ils auront un sourire très froid. Conclusion, une promesse est un engagement, pas une phrase motivante. Si vous ne pouvez pas garantir, ne promettez pas. Et si vous promettez, battez-vous vraiment pour tenir parole ou explicitez clairement ce qui bloque. C'est possible de ne pas pouvoir tenir une promesse. Il faut expliquer pourquoi. 7e histoire. Le manager qui n'écoute pas. Une collaboratrice vient voir son manager, Philippe. Elle prépare ce moment depuis des jours. Elle est en souffrance, perd le sommeil, a un conflit larvé avec un collègue, la ronge. Elle commence comme ça. Philippe, j'aurais besoin de te parler d'une situation qui dure depuis plusieurs mois. Au bout de 30 secondes, Philippe la coupe. Oui, j'ai compris. Écoute, tu fais comme ça, tu lui en parles et voilà. Problème réglé. Puis je regarde ses mails. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il croit qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui apporte des solutions vite. Il confond vitesse et qualité de présence. Il se sent utile en donnant une réponse. Mais il ne se rend pas compte qu'il n'a pas vraiment écouté. Côté collaboratrice, le vécu est brutal. Il ne m'écoute pas. Ce que je sens n'a pas d'importance. Je suis un problème à régler, pas une personne à comprendre. Elle se referme, ne parle plus des sujets importants et sa confiance dans son manager s'écroule. Conclusion, l'écoute active, ce n'est pas juste se taire le temps que l'on parle, c'est accueillir, reformuler, questionner. Souvent, la vraie solution arrive après 3 minutes d'écoute, pas après 30 secondes d'interruption. 8e histoire. La positivité forcée qui fait mal. Un collaborateur va voir son manager. Franchement, là, je n'en peux plus. J'ai trop de dossiers, je n'arrive plus à suivre. Réponse du manager. Tu dois être plus positif. Regarde, t'as un job, une bonne équipe, un CDI. Concentre-toi sur le côté positif. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il a peur des émotions négatives, qu'il ne sait pas quoi en faire.
Il confond optimisme et déni. Il a lu partout, il faut être positif. Alors il plaque des phrases toutes faites pour éviter de regarder le problème en face. Côté collaborateur, le message est terrible. Ce que je sens n'a pas le droit d'exister. Si je suis en difficulté, c'est que je ne suis pas assez positif. Il se sent incompris, coupable et surtout très seul. Le problème de charge de travail, lui, ne bouge pas d'un millimètre. Conclusion, la vraie posture d'un manager, ce n'est pas d'éteindre les émotions avec des slogans, c'est d'écouter, de reconnaître la réalité, puis d'agir. On peut dire plutôt, je vois que c'est trop. Cherchons ensemble ce qu'on peut ajuster. Ça, c'est du management, pas du poster de motivation. Histoire numéro 9. La chaîne de poulets frits bien connue, aux 3 lettres, sans poulet. L'histoire se passe au Royaume-Uni en 2018. La célèbre chaîne de poulets frits, aux 3 lettres, se retrouve sans poulet. Une erreur logistique, un changement de prestataire et presque 600 restaurants doivent fermer temporairement. Pour une enseigne de poulet, c'est le cauchemar absolu. Pourquoi c'est arrivé ? Parce qu'un changement dans la chaîne d'approvisionnement a été mal maîtrisé. Dépendance à un seul logisticien, sous-estimation du risque, manque d'anticipation. Bref, un problème très concret de pilotage opérationnel. Là où ça devient intéressant managérialement, c'est la réaction de cette chaîne à 3 lettres qui ne nie pas, ne minimise pas. Il publie une pub avec le logo à 3 lettres transformé en FCQ, fuck, sur un seau de poulet vide. Présente des excuses claires, explique, informe, répond aux clients avec humour et transparence. Ils assument pleinement. Conclusion, même les grosses structures font des bourdes monumentales. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'absence d'erreur, c'est la qualité de la réponse. Reconnaître, expliquer, s'excuser, corriger et parfois utiliser l'humour à bon escient pour recréer du lien. Avant de terminer avec la 10e et dernière histoire courte, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je vous invite à laisser des commentaires si vous avez des histoires courtes à nous raconter comme celle-ci. 10e histoire. Le manager qui contrôle jusqu'aux toilettes. Dans une équipe, un manager met en place une règle pour suivre l'activité. Chaque collaborateur doit le prévenir avant d'aller aux toilettes. Oui, des adultes. Oui, au XXIe siècle. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il est obsédé par le contrôle. Il pense que si chacun fait comme il veut, ce sera le bazar. Il confond encadrer le travail et surveiller les corps. Il ne fait pas confiance. Il a besoin de se rassurer en ayant un œil sur tout le temps. Côté collaborateur, le message est d'une violence symbolique énorme. On ne me considère pas comme un adulte. On surveille jusqu'à mes besoins physiologiques. On ne me fait pas confiance pour gérer 3 minutes d'absence. Résultat, humiliation, colère, stress, perte d'estime de soi et un turnover qui finit par exploser. Conclusion, le rôle d'un manager n'est pas de contrôler chaque minute mais de fixer un cap, des règles claires et de laisser les adultes responsables s'organiser. Plus vous micromanagez, plus vous tuez l'autonomie, la créativité et la motivation. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon article sur mon site sonialide.fr. J'ai rédigé presque un manifeste sur le micromanagement. Il y a tant à en dire. Voilà, mesdames et messieurs les managers débutantes et débutants. Les 10 histoires courtes sont terminées. J'espère que ce format vous a plu. Mesdames et messieurs les managers, n'oubliez pas, vous n'êtes plus seuls parce que devenir manager, ça commence ici. À bientôt pour la prochaine vidéo ou mon prochain podcast. Bonne fête à vous.